Il y a quelques instants, Dave Hester a ouvert la porte d'un entrepôt et a découvert quelque chose de si troublant que toute la salle des ventes est tombée dans un silence stupéfait. En moins de 10 secondes, l'homme célèbre pour ses « youp » triomphants a vu la victoire disparaître de son visage, remplacée par quelque chose de bien plus rare, une horreur brute et sans filtre. À partir de cet instant, le monde de Storage Wars ne regardera plus jamais une offre gagnante de la même façon. C'était censé être une vente aux enchères comme les autres. Très bien les gars, c'est Dave l'homme de Yup. Je suis ici à General Auction. Je suis à la recherche de bonnes affaires. Si vous voulez faire une bonne affaire dans une grande vente aux enchères, venez enchérir en direct. C'est l'énergie qu'il a apportée avec lui ce matin-là. Confiante, pratiquée, presque théâtrale. L'installation de Costa Mesa bourdonnait de l'électricité familière de la chasse au trésor compétitive alors que les acheteurs s'agglutinaient autour des rangées de portes métalliques. À 9 heures, le soleil californien était déjà punitif, la chaleur scintillante sur l'asphalte, les tempéraments et l'adrénaline grimpant de concert. Dave had been in the business for over 3 decades. He had opened thousands of lockers. He had seen hordes of antiques, mountains of trash, forgotten heirlooms, and the occasional bizarre curiosity. He prided himself on having nerves of steel. Nothing shocked him anymore, or so he believed. La journée commença par un détail qui le troubla immédiatement. La foule était plus nombreuse que d'habitude pour un mardi. Pas seulement plus nombreuse, mais différente. Il y avait une densité, une tension sous le bavardage superficiel. Cela signifiait généralement des rumeurs. Et les rumeurs signifiaient des opportunités ou des ennuis. Il a fait 2 fois le tour de l'établissement avant de se garer, une habitude prise après des années de stratégie. Sondait d'abord, entrer ensuite, toujours contrôler l'approche. Près de l'avant, Darrell Sheets large d'épaule, et confiance scrute les casiers avec l'impatience d'un joueur. Sur le côté, les bras croisés et calculateur Ivy Calvin étudie la rangée d'unités comme s'il s'agissait d'un échiquier et qu'il avait déjà 3 coups d'avance. Mais ce sont les visages inconnus qui retiennent l'attention de Dave. Une femme en tailleur noir se tient à l'écart des enchérisseurs. Ses vêtements sont trop précis, trop soignés pour quelqu'un qui envisage de transporter des meubles poussiéreux dans un camion. Elle consulte son téléphone à plusieurs reprises, la posture rigide. À côté d'elle se tient un homme qui rayonne de vigilance. Pas de curiosité, pas d'excitation, mais d'évaluation. Il ne scanne pas les unités, il ne chuchote pas de stratégie. Leurs yeux restent fixés sur une seule porte, Unit 73, C'est à ce moment-là que l'instinct de Dave s'est éveillé. Lorsque Dan Dodson s'est lancé dans la vente aux enchères, avec sa cadence rapide habituelle, le rythme semblait légèrement forcé, comme s'il poussait l'élan pour dépasser quelque chose de plus lourd dans l'air. La foule se dirigeait vers Unit 73, Lorsque la porte métallique s'est soulevée avec fracas, Dave s'est penché pour mieux voir. À première vue, l'endroit semble prometteur. Des meubles couverts de poussière et bien rangés, des boîtes empilées qui suggèrent l'organisation, plutôt que le chaos. Et dans le coin du fond, plusieurs malles à l'allure antique. Le genre de malles qui évoque des successions oubliées et des objets de valeur cachés. Le pouls de Dave s'accélère. Son instinct s'aiguise. Dan annonce l'unité, sa voix s'élevant avec un enthousiasme bien rodé. Les enchères s'ouvrent. 500 aboie Dave vif et sûr de lui affirmant sa position dès le début. Au lieu des grognements habituels, les chiffres grimpent rapidement. 700, rétorque Darrell. 1000, dit carrément la femme en noir, sans hésitation, sans excitation. L'air a changé. Ivy l'a poussé plus haut. Le rythme était différent. Agressif, délibéré, presque stratégique. Personne ne plaisantait. Personne ne cherchait à faire rire. Ce n'était pas une compétition décontractée. On sentait qu'il s'agissait d'un confinement. L'expérience de Dave l'incitait à la prudence. Le modèle d'enchère n'était pas le bon, trop intense, trop concentré. Il avait appris au fil des décennies que lorsque quelque chose ne va pas, c'est généralement le cas. C'était le moment de s'éloigner. Mais Dave Hester n'a pas construit sa réputation en se retirant. Lorsque le prix atteint les $2000, il s'avance et s'écrie « 2500 ». Sa voix est pleine d'assurance et se répercute sur les murs de béton. Le silence suit. La femme en noir s'est légèrement tournée vers son compagnon. Un échange indéchiffrable a eu lieu entre eux. Ni frustration ni déception. Quelque chose de plus lourd. Presque de la résignation. Le marteau s'est abattu. Adjugé. La foule se disperse en murmures et en bavardages, certains secouant la tête devant le prix final. Dave ressent la vague de triomphe qui lui est familière.
Vient maintenant la meilleure partie, savoir combien il va gagner. Ce qu'il ne savait pas, c'est que 2 heures plus tôt, la journée avait déjà commencé à se dérouler d'une manière qui rendait cette issue presque inévitable. Ivy était arrivé tôt et avait immédiatement remarqué quelque chose d'étrange, une sécurité accrue. 3 gardes au lieu d'un des véhicules garés stratégiquement le long du périmètre. Ce n'était pas la disposition paresseuse d'une surveillance de routine. Cela avait l'air coordonné. Il y a quelque chose de différent aujourd'hui, murmure Ivy à Darrell lorsqu'il arrive avec son fils Brandon. Darrell acquiesce. On se croirait à l'époque de Riverside, dit-il à voix basse, se souvenant d'un casier rempli de matériel médical volé sur lequel ils sont tombés. Tout le monde agissait bizarrement à l'époque aussi. Au fur et à mesure que les acheteurs se rassemblaient, les conversations se faisaient plus discrètes. Les regards en coin remplaçaient les plaisanteries. Même Mary Padian est arrivée, l'air troublé, chuchotant des rumeurs sur une unité problématique prévue pour la vente aux enchères. Pas de détails, juste de la tension. Lorsque Dan et Laura Dodson ont commencé le briefing de la matinée, le ton était subtilement décalé. Nous avons 12 unités aujourd'hui à annoncer, Don. Les règles habituelles s'appliquent. Vous l'achetez et vous possédez tout ce qu'il contient. Aussi d'ici. Pas de retour, pas de remboursement, pas de plainte. La dernière ligne avait un poids inhabituel, comme s'il s'agissait plus d'un avertissement que d'une clause de non-responsabilité. Les premières unités se sont déroulées sans incident. Débordement habituel des ménages bénéfices mineurs. La normalité est revenue brièvement. Puis ils ont abordé l'unité 73, le pas de Don ralentit. Laura hésita avant de déverrouiller la porte. Le directeur de l'établissement habituellement caché dans son bureau se tenait à proximité, le téléphone à la main, les yeux aux aguets. La femme en noir s'était approchée discrètement de Dan avant de lui montrer sa carte d'identité. Ses sourcils se haussèrent brusquement. Dave, suffisamment proche pour entendre des bribes, saisit des morceaux glaçants de leur échange. Propriétaire précédent, intérêt fédéral, besoin de surveiller, ne peut pas intervenir dans le processus légal de vente aux enchères, doit observer. La réponse de Dan était trop basse pour être entendue, mais son langage corporel indiquait un certain malaise. Lorsque les enchères ont commencé, il est apparu clairement que certains participants disposaient d'informations que d'autres ne possédaient pas. Les offres de la femme n'étaient pas motivées par l'excitation. Elles étaient plutôt défensives, comme si elle essayait d'éviter que l'unité ne tombe entre les mains de civils, plutôt que de la gagner pour en tirer profit. Au lieu de se fier à sa propre lecture du casier, il a continué à observer les réactions de la jeune femme se recalibrant en fonction de son intensité. Darrell a fait quelque chose de tout à fait inhabituel, il a abandonné plus tôt. Quelque chose ne va pas avec celui-ci, a-t-il dit assez fort pour que Dave l'entende. J'ai un mauvais pressentiment. J'ai appris, il y a longtemps, à me fier à mon instinct. Mais l'instinct de Dave lui disait autre chose, qu'il s'agissait d'un enjeu important certes, mais aussi d'une grande récompense. Il a interprété la tension comme une valeur cachée. Il l'avait donc gagnée. Et maintenant, coupe-boulon en main, il se dirigeait vers Unit 73 pour réclamer ce qui lui appartenait. Alors qu'il s'approchait, il sentit des regards sur lui. La femme en noir l'observait, non pas avec colère ni avec envie, avec pitié. La porte métallique était ouverte. La poussière flottait dans les rayons du soleil. Dave entra frôlant les meubles drapés, se dirigeant vers les malles antiques qui avaient suscité son intérêt. L'installation semblait devenir plus silencieuse à chaque pas. Il souleva un couvercle. Et à cet instant, tout changea. Son expression changea, pas lentement, pas subtilement. Le triomphe se transforma en incrédulité, puis en quelque chose de bien plus sombre. Le bruit autour de lui se dissipa. Les conversations s'arrêtèrent au milieu d'une phrase. Même les gardes se redressèrent. Ce qu'il avait sous les yeux n'était pas un trésor, ni une antiquité, ni un profit. Et pour la première fois depuis des décennies, Dave Hester, l'homme qui avait bâti sa carrière sur des offres intrépides et des victoires éclatantes, est resté sans voix, réalisant qu'il ne venait pas d'acheter un local de stockage. Il avait acheté quelque chose de bien plus grand que ce qu'il avait prévu, et l'ensemble de l'établissement l'a compris en même temps. Il a vu un potentiel de profit dans ses meubles recouverts et ses malles antiques. Il a vu un défi dans le comportement inhabituel des enchères. Et peut-être plus important encore, il a vu une opportunité de prouver une fois de plus que Dave Hester était l'acheteur le plus intelligent, le plus coriace et le plus intrépide du jeu Storage Wars. Ainsi, lorsque l'offre gagnante a été annoncée et que Dave s'est dirigé vers Unit 73, avec son assurance caractéristique, il a ignoré la façon dont plusieurs personnes dans la foule ont secoué la tête.
Il a ignoré l'avertissement marmonné de Darrell « Fais attention Dave ». Il a ignoré la façon dont Laura Dodson a touché le bras de son mari avec anxiété alors que Dave enfilait ses gants de travail. Et il a définitivement ignoré la femme en costume noir qui avait sorti son téléphone et parlait rapidement à quelqu'un, ses yeux ne quittant pas Dave, alors qu'il s'apprêtait à réclamer son prix. Dans l'obscurité. 5 000 par pièce, c'est donc 15 000. La première chose que fit Dave en prenant possession de l'unité 73 fut de retirer les draps poussiéreux qui recouvraient les meubles à l'avant. Sous le premier drap se trouvait un canapé de l'époque victorienne, étonnamment bien conservé, le genre de canapé qui pouvait se vendre entre 800 et 1000 $ avec le bon acheteur. Dave ressentit un élan de satisfaction. Il documente le canapé avec l'appareil photo de son téléphone, calculant déjà la valeur de revente. La deuxième feuille révèle une collection d'œuvres d'art encadrées qui fait réfléchir Dave. Les peintures étaient sombres, des scènes dérangeantes rendues avec des détails troublants, des figures tordues, des expressions angoissées, une imagerie qui tenait plus de l'horreur psychologique que de l'expression artistique. Dave avait eu affaire à suffisamment de ventes immobilières et d'entrepôts abandonnés pour savoir que les goûts en matière d'art variaient énormément. Mais quelque chose dans ses œuvres particulières lui donnait la chair de poule. La signature de l'artiste dans le coin indiquait J. Morrison 2019 à la peinture rouge sang. Dave grommela bien que son ton suggéra qu'il n'était pas entièrement satisfait de la direction que prenait l'intérêt. Derrière lui, il entendit des pas s'approcher. Ivy s'était approché, la curiosité l'emportant sur la prudence. « Qu'as-tu acheté, Dave » ? C'est valait-il 2500 ? Dave fit un geste vers le canapé et l'œuvre d'art dérangeante. Ivy siffla doucement. « Ces meubles sont jolis, mais ces tableaux, je ne sais pas qui voudrait les accrocher dans sa maison. » Dave s'enfonça dans l'unité vers les boîtes qu'il avait repérées lors de la première visite. La première boîte contenait des livres qui semblaient prometteurs jusqu'à ce que Dave en examine les titres. La psychologie de la violence. Comprendre le trouble de la personnalité antisociale. La pathologie criminelle. Étude de cas. La boîte était entièrement remplie de manuels et de revues universitaires sur la psychologie criminelle, la science médico-légale et l'analyse comportementale. Ces documents ne sont pas nécessairement alarmants en soi, mais l'ancien propriétaire était peut-être un étudiant ou un professionnel dans ce domaine. Toujours combiné aux œuvres d'art troublantes, un modèle commençait à émerger. La deuxième boîte a arrêté Dave net. À l'intérieur, soigneusement rangés dans des pochettes en plastique et des chemises étiquetées, se trouvaient des douzaines de photographies. Il ne s'agit pas de photos de famille ou de vacances, mais de photos de surveillance. Des personnes photographiées à distance apparemment à leur insu. Chaque dossier est étiqueté avec un nom, une date et un lieu. Sarah Mitchell, 2018-2019, Costa Mesa. David Kowalski, 2019-2020, Newport Beach. Jennifer Torres, 2017-2018, Huntington Beach. Il y avait au moins 30 dossiers, chacun documentant un individu sur des mois ou des années. Les mains de Dave commencèrent à trembler, à mesure que les implications s'imposaient à lui. Ce n'était pas un trésor, c'était une preuve. Des preuves de harcèlement, de surveillance et d'obsession. Son esprit passe en revue les explications possibles. Enquêteur privé, mais les enquêteurs privés n'ont pas l'habitude d'abandonner leurs dossiers dans des unités de stockage. L'organisation méthodique, les détails obsessionnels, la nature personnelle de la surveillance, tout cela ressemblait à quelque chose de bien plus troublant. Ivy appela Dave, la voix serrée. « Il faut que tu vois ça et que tu appelles Dan ici tout de suite. » Ivy a entendu le sérieux dans le ton de Dave et a immédiatement obtempéré, trottinant vers Dan Dodson qui supervisait une autre vente aux enchères d'unités. Dave a continué son enquête, poussé maintenant par l'horreur plus que par la curiosité. La troisième boîte contenait des journaux, des notes manuscrites documentant les mêmes individus que sur les photographies. Les notes n'étaient pas des observations objectives, elles étaient personnelles, possessives et de plus en plus obsessionnelles. Sarah ne sait pas à quel point je la comprends. Aujourd'hui, elle a porté la robe bleue que j'aime. Elle est si belle quand elle pense que personne ne la regarde. L'entrée est datée de 6 mois dans le dossier de Sarah Mitchell. 3 mois plus tard, Sarah a ramené un homme à la maison ce soir. J'ai regardé depuis la place habituelle. Elle ne comprend pas qu'elle est à moi. Ils sont tous à moi, mais ils ne le savent pas encore. L'estomac de Dave se retourna tandis qu'il feuilletait page après page des entrées similaires, toutes plus troublantes les unes que les autres.
mais ce sont les malles antiques dans le coin arrière qui transformèrent l'horreur de Dave en véritable peur. Il les avait gardées pour la fin, pensant qu'elles pourraient contenir les objets les plus précieux de l'unité. La serrure de la première malle était vieille mais solide. Dave utilisa ses pinces coupantes pour l'ouvrir et souleva le lourd couvercle. L'odeur l'a d'abord frappé, celle d'un tissu moisi mélangé à quelque chose de chimique, comme des conservateurs. À l'intérieur de la malle se trouvaient des vêtements de femmes. Sarah Mitchell robe, bleu, août 14, 2019, Jennifer Torres, blouse blanche, mars 3, 2000, 18, Dave a reconnu qu'il s'agissait d'articles documentés sur les photos de surveillance, des articles que les femmes portaient sur des images spécifiques. Il ne s'agissait pas d'effets laissés par une relation, il s'agissait de trophées pris à l'insu du propriétaire ou sans son consentement. L'expérience de Dave en matière de vente aux enchères de biens immobiliers et de stockage l'avait exposé à de nombreuses découvertes troublantes au fil des ans, mais rien n'approchait les implications sinistres de ce qu'il découvrait. La seconde malle était fermée par un cadenas moderne bien plus récent que la malle elle-même. Dave hésita avant de le couper une partie primitive de son cerveau, lui criant d'arrêter de s'éloigner de laisser ce dernier contenant scellé. Mais il était déjà allé trop loin. Les autorités avaient besoin de tout voir et de comprendre l'étendue du contenu de cette unité de stockage. Les pinces coupantes ont brisé le cadenas. Dave a ouvert le coffre. À l'intérieur se trouvait une collection qui lui glaça le sang, permis de conduire cartes de crédit, clés de maison et documents d'identification personnelle pour chacune des 30 personnes documentées dans les photographies et les journaux. Et en dessous, au fond du coffre, Dave trouva quelque chose qui expliquait la femme en costume noir, la présence inhabituelle de la sécurité et l'offre désespérée. Un registre relié en cuir contenant les noms-adresses et informations personnelles détaillées de plus de 50 personnes, bien plus que les 30 documentées dans les boîtes. À côté de chaque nom se trouve une note de statut. Terminé. En cours. Objectif, futur. En haut de chaque page à l'encre rouge, délavé un seul mot, a transformé cette découverte troublante en une scène de crime active. Dave est sorti du coffre en titubant, son téléphone a glissé de ses mains tremblantes et s'est écrasé sur le sol en béton. Ivy, qui se tenait à l'entrée de l'unité, a vu l'expression de Dave et a immédiatement compris que ce qu'il y avait dans ce coffre avait franchi la limite entre inquiétant et dangereux. Dave, parle-moi. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Mais Dave n'arrivait pas à formuler des mots. Son cerveau essayait d'assimiler ce qu'il venait de découvrir, de réconcilier sa carrière de chasseur de trésors avec la réalisation qu'il venait d'acheter un casier de stockage contenant des preuves de crime pouvant inclure un enlèvement ou pire. Dan Dodson arriva avec le directeur de l'établissement, les deux hommes se déplaçant rapidement en réponse à la convocation urgente d'Ivy. Dan jeta un coup d'œil à l'expression pâle et secouée de Dave et appela immédiatement par radio l'équipe de sécurité de l'établissement. Personne d'autre n'entre dans cette unité. Dan a ordonné que son personnage de commissaire-priseur disparaisse, remplacé par un homme faisant face à une véritable crise, et que quelqu'un trouve cette femme en costume noir tout de suite. Elle arriva en quelques secondes comme si elle avait attendu ce moment précis. De près, Dave pouvait voir le badge d'identification fédérale accroché à sa ceinture. L'agent spécial du FBI, Rebecca Torres, et le cerveau dérangé de Dave firent le lien avec l'un des noms figurant dans les fichiers de surveillance, Jennifer Torres. L'agent pénétra dans l'unité, son calme professionnel fermement en place. Mais Dave saisit l'éclair d'émotion personnelle dans ses yeux lorsqu'elle vit les coffres ouverts. « Ma sœur, dit l'agent Torres, en répondant calmement à la question tacite de Dave. Jennifer Torres a disparu il y a 3 ans. Pendant 18 mois, nous avons traqué le propriétaire de ce garde-meuble, monté un dossier et suivi des pistes. Lorsqu'il est mort il y a 6 mois dans un accident de voiture, nous avons pensé que la piste s'était éloignée. Nous avons ensuite découvert que cette unité de stockage existait, mais que des complications juridiques nous empêchaient d'y accéder sans mandat approprié ou de l'acheter nous-mêmes lors d'une vente aux enchères légitimes. La colère de Dave commença à prendre le pas sur son choc. Vous saviez donc ce qu'il y avait là-dedans. Vous saviez qu'il s'agissait d'une preuve dans le cadre d'une enquête fédérale, et vous avez laissé des civils faire des offres. Vous comprenez que je viens de dire que n'importe qui aurait pu sa voix s'est élevée à chaque mot jusqu'à ce que l'agent Torres l'arrête en levant la main. Nous avions un agent prêt à faire une offre aussi élevée que nécessaire, mais vous avez surenchéri sur notre limite autorisée. Dès que vous avez gagné, j'ai contacté mon supérieur pour lui demander conseil.
Nous ne pouvions pas légalement saisir le contenu sans votre coopération ou une coopération basée sur ce que vous avez découvert. Le rire de Dave était dur et amer. Vous voulez de la coopération? Madame, je viens d'ouvrir une boîte de cauchemars qui va me donner des problèmes de sommeil pour le reste de ma vie. Je viens de payer 2500 $ pour devenir le propriétaire involontaire d'une preuve dans ce qui semble être plusieurs affaires d'enlèvement. Alors, oui, vous avez ma coopération et un tas de questions sur la façon dont le FBI a laissé des situations comme celle-ci se développer en premier lieu. Entre-temps, la nouvelle s'était répandue dans la salle des ventes que quelque chose de grave se passait à l'unité 73, Daryl Sheets s'est frayé un chemin à travers la foule croissante de spectateurs, ses instincts protecteurs envers ses collègues vétérans de Storage Wars, l'emportant sur sa nature habituelle de compétiteur. « Dave, ça va? Qu'est-ce qui se passe ?» Avant que Dave ne puisse répondre, la police locale est arrivée en réponse à l'appel de 911 du directeur de l'établissement. La situation s'est rapidement aggravée, passant d'une découverte inquiétante à une scène de crime officielle. Du ruban jaune a été mis en place autour de l'unité 73, D'autres agents du FBI sont arrivés ainsi que des techniciens chargés des preuves, et ce qui semblait être un responsable des relations avec les médias qui préparait déjà des déclarations pour limiter les dégâts. Dan Dodson s'est retrouvé à faire des déclarations à la fois à la police et au FBI, expliquant le processus de vente aux enchères, les tendances inhabituelles des enchères et les complexités juridiques de la vente d'unités de stockage au contenu inconnu. Laura se tenait à ses côtés visiblement ébranlée, réalisant à quel point leur entreprise de vente aux enchères avait failli être impliquée dans une enquête fédérale. Mary Padian, qui observe la scène depuis la zone délimitée, se tourne vers Ivy, les larmes aux yeux. Ces pauvres gens, tous ces noms dans les dossiers, penses-tu qu'ils sont... Elle n'arrive pas à terminer sa phrase. L'expression d'Ivy est sinistre. Je ne sais pas, Mary, mais avoir le visage de Dave quand il est sorti de cette unité, quoi qu'il ait vu là-dedans, c'est mauvais, vraiment mauvais. Dave Hester, normalement confiant et effronté, se tenait à l'écart, faisant sa déclaration à un inspecteur patient. Pendant ce temps, l'agent Torres coordonnait la collecte des preuves dans l'unité que Dave possédait maintenant légalement, mais qu'il souhaitait désespérément n'avoir jamais achetée. Les médias sont arrivés dans l'heure qui a suivi des camionnettes équipées d'antennes paraboliques, encombrant le parking de l'établissement. La découverte des guerres de stockage est devenue une nouvelle de dernière minute, non pas pour les raisons habituelles de découverte de trésors précieux ou de bric-à-brac amusants, mais parce que Dave Hester avait accidentellement découvert ce que les forces de l'ordre qualifiaient de développement important dans plusieurs enquêtes sur des personnes disparues remontant à plus de 5 ans. Alors que le soleil de l'après-midi tape sur les installations de Costa Mesa, Dave s'assoit à l'ombre minimale fournie par le surplomb du bâtiment, acceptant une bouteille d'eau d'une Laura Dodson compatissante. Ses mains ont finalement cessé de trembler, mais son esprit ne cesse de repenser à ses coffres ouverts, à ses journaux troublants, à ses photos de surveillance de personnes qui ne se doutent de rien et qui n'ont aucune idée que quelqu'un les observe, les documente et collecte des morceaux de leur vie sans leur consentement. « Cela fait 30 ans que je fais cela, dit Dave à personne en particulier. 30 ans de vente aux enchères d'entrepôt, et je pensais avoir tout vu, mais ceci change tout. Surface secrète enfouie. J'ai commencé dans le métier il y a environ 25 ans. Mon père allait au cours des 48 heures qui ont suivi tandis que les équipes de police scientifique du FBI cataloguaient méticuleusement chaque objet de l'unité 73, une image aussi tragique qu'horrifiante de l'ancien propriétaire est apparue. James Morrison était un ingénieur logiciel âgé de 42 ans, socialement isolé, brillant dans son domaine mais profondément perturbé. Selon le briefing de l'agent Torres à Dave, une courtoisie accordée en raison de la coopération de Dave et du traumatisme de sa découverte, Morrison avait développé ce que les psychologues appellent l'érotomanie avec compulsion de surveillance, un trouble obsessionnel où il s'était convaincu que de multiples femmes étaient secrètement amoureuses de lui et nécessitaient sa protection. La surveillance avait commencé de manière assez inoffensive. Morrison avait photographié des femmes qu'il rencontrait au quotidien dans des cafés, des épiceries et des parcs publics, mais avec le temps, son obsession avait évolué. Il avait commencé à les suivre chez elles, à apprendre leurs habitudes, à collecter des objets personnels qu'elles avaient jetés ou laissés sans surveillance. Le registre relié en cuir que Dave avait trouvé documentait 5 années d'escalade du comportement, et la notation disparue à côté de plusieurs noms avait fait passer l'enquête du FBI à la vitesse supérieure.
Combien a demandé Dave à l'agent Torres lors d'une de leurs conversations au bureau local du FBI, où on lui avait demandé de fournir des déclarations supplémentaires? Combien de ces personnes ont réellement disparu? Torres a hésité avant de répondre, son masque professionnel glissant pour révéler la sœur qui avait perdu Jennifer il y a 3 ans. Nous sommes encore en train de vérifier, mais les enquêtes préliminaires suggèrent qu'au moins 8 personnes documentées dans les dossiers de Morrison correspondent à des rapports de personnes disparues en Californie du Sud entre 2017 et 2021. 8 personnes, 8 familles, qui avaient passé des années à s'interroger, à chercher, à espérer des réponses. Et ces réponses avaient été enfermées dans un garde-meuble vendu aux enchères parce que Morrison était mort avant que l'on comprenne toute l'étendue de ses crimes. S'il est mort il y a 6 mois, dit Dave lentement, en retraçant la chronologie, et que vous l'avez suivi pendant 18 mois, c'est qu'il n'est pas mort. L'avez-vous déjà confronté? Savait-il que vous vous rapprochiez? L'expression de l'agent Torres est devenue sombre. La mort de Morrison n'était pas un accident. De nouvelles preuves suggèrent qu'il a délibérément conduit dans le trafic venant en sens inverse lorsqu'il a réalisé que nous étions en train de monter un dossier. Il a choisi d'emporter ses secrets avec lui plutôt que de faire face à la justice. Nous pensions que ces secrets étaient morts avec lui jusqu'à ce que nous découvrions l'existence de l'unité de stockage. C'est alors que nous avons compris qu'il avait gardé des preuves matérielles de tout ce qu'il avait fait. Des preuves qui pourraient nous aider à retrouver les disparus, à aider les familles, à tourner la page et éventuellement à le relier à des crimes au-delà de ce que nous avions initialement soupçonné. La couverture médiatique avait explosé au-delà de toutes les attentes. Dave s'est retrouvé propulsé sous un projecteur indésirable, n'étant plus le gars effronté et confiant de Storage Wars, mais une sombre figure représentant tous les acheteurs qui se sont jamais demandé quelles horreurs pouvaient se cacher derrière la porte d'un garde-meuble. Les demandes d'interview affluent de la part des grandes chaînes. Les tabloïds font des titres sensationnels, mais ce sont les interactions personnelles qui touchent Dave le plus profondément. 3 jours après sa découverte, il reçoit un appel téléphonique d'une femme nommée Sarah Mitchell, dont le nom figure dans le premier dossier de surveillance qu'il a ouvert. « Monsieur Hester, j'ai besoin que vous compreniez ce que vous m'avez donné », dit Sarah, la voix chargée d'émotion. « Pendant 4 ans, j'ai regardé par-dessus mon épaule. J'ai eu l'impression que quelqu'un me surveillait, que je perdais la tête parce que je n'arrivais pas à le prouver. Mes amis pensaient que j'étais paranoïaque. Mon thérapeute m'a suggéré de prendre des médicaments contre l'anxiété, mais je n'étais pas folle. Il était réel. Et grâce à ce que vous avez trouvé, le FBI a pu tout confirmer. Vous m'avez donné une validation, une preuve, et enfin, je peux commencer à guérir. » La conversation a laissé Dave émotionnellement vidé, mais elle a aussi apporté la première lueur de sens dans une expérience autrement traumatisante. D'autres victimes ont envoyé des messages similaires. Les personnes qui avaient déposé des plaintes auprès de la police il y a plusieurs années, pour harcèlement ou traque-plainte, restées sans suite faute de preuves, avaient désormais la preuve que leurs craintes étaient justifiées. La documentation méticuleuse de M. Morrison, aussi troublante, soit-elle a fourni les preuves nécessaires pour valider leurs expériences et éventuellement le relier à des crimes qui n'avaient pas été élucidés. La communauté Storage Wars s'est mobilisée autour de Dave d'une manière qui l'a surpris. Daryl Sheets l'a appelé tous les jours pour s'assurer de son état mental et lui apporter son soutien. Ivy Calvin a organisé une réunion privée entre les acheteurs réguliers et les commissaires-priseurs pour discuter de la mise en œuvre de nouveaux protocoles pour la manipulation du contenu potentiellement dangereux des unités. Mary Patian a créé un fonds destiné à fournir des services de conseil aux victimes identifiées grâce au dossier de Morrison. Même les rivaux habituels de Dave se sont manifestés pour offrir leur aide, comprenant que ce qui s'était passé transcendait leur dynamique concurrentielle habituelle. Mais la découverte a également suscité des conversations difficiles au sein du secteur des ventes aux enchères de matériel d'entreposage. Laura Dodson a participé à une émission d'information matinale pour répondre à des questions sur la responsabilité des commissaires-priseurs et la protection des acheteurs. La vérité, a-t-elle déclaré avec une gêne évidente, c'est que nous ne savons jamais ce qui se cache derrière ces portes avant qu'elles ne s'ouvrent. La loi est claire. Les acheteurs acquièrent les unités en l'état avec tout leur contenu. Mais cette situation soulève des questions éthiques sur l'opportunité de mener des enquêtes préliminaires plus approfondies avant que les unités contenant des preuves potentielles ne soient mises aux enchères. Dodson s'est montré plus défensif, affirmant que le processus de vente aux enchères des entrepôts
était légale et nécessaire pour permettre aux propriétaires d'installations de récupérer les pertes subies avec les unités abandonnées. Si nous commençons à exiger des enquêtes approfondies avant chaque vente aux enchères, l'ensemble du secteur devient irréalisable, a-t-il souligné lors d'un débat télévisé. La grande majorité des unités contiennent des biens ménagers ordinaires, des objets de collection et des biens personnels. Nous ne pouvons pas traiter chaque vente aux enchères comme une scène de crime potentiel. Le débat fait rage sur les forums du secteur et dans les médias, mais Dave s'en trouve étrangement déconnecté. Son point de vue a changé de manière fondamentale. Il a passé 30 ans à considérer les unités de stockage comme des sources de profit potentiels. Il comprenait maintenant viscéralement que ces unités représentaient la vie de personnes réelles, leurs biens, leurs secrets, leurs moments les plus sombres figés dans le temps, lorsque les paiements s'arrêtaient et que les serrures continuaient à fonctionner. Le bilan et la résolution. 6 semaines après la découverte, Dave Hester a pris une décision qui a surpris tous ceux qui le connaissaient. Il a annoncé qu'il mettait un terme pour une durée indéterminée aux ventes, aux enchères de matériel de stockage, s'éloignant ainsi des projecteurs de la guerre du stockage qui avaient défini sa personnalité publique pendant plus d'une décennie. « J'ai besoin de temps pour digérer ce qui s'est passé », a-t-il déclaré à un journaliste du LA Times. « J'ai besoin de comprendre comment aller de l'avant dans un secteur que je pensais connaître sur le bout des doigts, mais qui semble désormais plein d'incertitudes que je ne peux ignorer. » L'annonce a fait l'effet d'une onde de choc dans la communauté des enchères de stockage. Dave Hester, l'indomptable You Guy, s'en va. Cela ressemblait à la fin d'une époque, mais les proches de Dave comprenaient qu'il ne s'agissait pas d'une retraite mais d'un recalibrage. Il avait été fondamentalement changé par ce qu'il avait découvert dans l'unité 73, et contrairement à son approche agressive habituelle des problèmes, celle-ci nécessitait une introspection plutôt qu'une confrontation. L'agent Torres a tendu la main une dernière fois avant que le FBI ne mette un terme à son enquête sur les crimes de Morrison. « Je voulais que vous sachiez, a-t-elle dit lors de leur conversation téléphonique, que les preuves trouvées dans l'unité de stockage nous ont aidés à résoudre définitivement 4 affaires non résolues. 3 personnes disparues ont été retrouvées pas vivantes, malheureusement, mais leurs familles ont enfin des réponses et peuvent les enterrer convenablement. Les 5 autres affaires restent ouvertes, mais nous avons maintenant des pistes qui n'existaient pas avant que vous n'ouvriez ces coffres. » Dave absorbe à cette information avec des émotions mélangées. Le soulagement que la découverte ait aidé des familles à tourner la page, le chagrin pour les vies que Morrison avait détruites, et le traumatisme persistant d'être la personne qui avait littéralement dévoilé ses sombres secrets. « Ta sœur » demanda-t-il à voix basse. L'agent Torres a marqué une pause avant de répondre. « Jennifer était l'une des 4 personnes que nous avons résolues. Nous avons retrouvé ses restes il y a 2 semaines. Ce n'est pas le résultat que j'espérais, mais c'est une conclusion. Merci donc, monsieur Hester, d'avoir eu le courage de continuer à chercher alors que votre instinct vous disait probablement d'arrêter. » Les acteurs de Storage Wars se sont réunis 1 mois après la découverte pour ce qu'ils ont appelé une réunion de famille. Pas de caméra, pas d'équipe de production, juste le noyau d'acheteurs qui avaient traversé ce voyage ensemble. Ils se sont retrouvés dans un restaurant tranquille de Costa Mesa, la même ville où Unit 73 avait tout changé. Daryl a levé son verre pour porter un toast à Dave pour avoir géré une situation impossible avec plus de grâce que n'importe lequel d'entre nous n'aurait probablement pu le faire. Ivy a ajouté son propre hommage. Vous nous avez rappelé à tous qu'il n'y a pas que les marges bénéficiaires et les rivalités dans ce métier. Parfois, nous tombons sur des choses plus grandes que nous et la façon dont nous gérons ces moments définit qui nous sommes vraiment. Mary a essuyé des larmes tandis que Dan et Laura ont acquiescé solennellement. Même les acheteurs qui s'étaient le plus violemment affrontés à Dave au fil des ans ont reconnu que son expérience avait fondamentalement changé leur perspective sur l'industrie qu'ils aimaient tous. Mais ce sont les propres mots de Dave qui ont capturé l'essence de ce que Unit 73 leur avait enseigné à tous. « Pendant 30 ans, j'ai cru que je faisais de la chasse au trésor, » dit-il lentement prudemment. « Je pensais que mon travail consistait à trouver de la valeur dans des lieux abandonnés, à séparer l'or des ordures et à faire du profit. Mais j'ai appris que nous ne sommes pas des chasseurs de trésors, nous sommes des archéologues de la vie des gens. Nous sommes les témoins de leurs histoires, de leurs secrets, de leurs meilleurs et de leurs pires moments. Et ce rôle s'accompagne d'une responsabilité que je n'ai jamais pleinement appréciée avant d'ouvrir ces malles et de réaliser que certaines histoires sont trop sombres, trop douloureuses, trop importantes pour être réduites à un divertissement ou à un profit.
Le discours était d'une franchise digne de Dave, mais il révélait une profondeur de réflexion qui a surpris même ceux qui le connaissaient le mieux. La soirée s'est terminée par des promesses de rester en contact, de se soutenir mutuellement à travers les changements du secteur qui semblaient inévitables, et de se rappeler que derrière chaque porte d'unité de stockage se trouvait une histoire humaine méritant le respect, même si cette histoire contenait de la noirceur. 3 mois après la découverte, la Storage Auction Association a annoncé de nouvelles directives volontaires pour le traitement des unités contenant des matériaux potentiellement problématiques, y compris des protocoles de contact immédiat avec les forces de l'ordre et les services d'aide aux victimes. Malgré sa résistance initiale, Dan Dodson est devenu un fervent défenseur de ces nouvelles normes. Ce qui est arrivé à Dave pourrait arriver à n'importe quel acheteur dans n'importe quelle vente aux enchères, a-t-il reconnu. Nous devons à notre communauté et aux victimes potentielles de mettre en place des systèmes pour les cas où la chasse au trésor se transforme accidentellement en résolution de crimes. Dave a fini par retourner aux ventes aux enchères de matériel de stockage, mais dans des conditions différentes. Il est devenu plus sélectif quant aux installations avec lesquelles il travaillait, aux unités sur lesquelles il enchérissait et à la manière dont il abordait les découvertes qui semblaient inhabituelles ou troublantes. Son youp résonnait toujours sur les lots de vente aux enchères, mais il avait désormais un poids différent. Moins de bravade, plus de conscience des réalités complexes qui pouvaient se cacher derrière la porte de n'importe quelle unité de stockage. Les victimes identifiées grâce au dossier de Morrison ont continué à contacter Dave au cours de l'année suivante. Certaines voulaient exprimer leur gratitude, d'autres avaient simplement besoin de parler à quelqu'un qui avait été témoin des preuves de leur traumatisme et qui pouvait valider leurs expériences. Dave s'est retrouvé dans un rôle inattendu de défenseur et de soutien pour des personnes dont la vie avait croisé la sienne dans les circonstances les plus malheureuses que l'on puisse imaginer. Sarah Mitchell lui a envoyé une lettre 8 mois après la découverte. « Vous m'avez rendu ma vie », a-t-elle écrit. Pas en l'attrapant, il était déjà parti, mais en me prouvant ainsi qu'à tous ceux qui en doutaient, que je n'imaginais pas des choses, que je n'étais pas paranoïaque, que je n'étais pas folle. La surveillance était réelle, le danger était réel, et ma peur était justifiée. Cette validation a été plus puissante que n'importe quelle thérapie, plus curative que n'importe quel médicament. Merci d'avoir eu le courage de continuer à chercher alors que vous auriez pu vous éloigner. Dave a conservé la lettre encadrée dans son bureau pour se rappeler que parfois les découvertes les plus précieuses ne se mesurent pas en dollars ou en potentiel de revente, mais à l'impact qu'elles ont sur des vies réelles. Uni 73 lui avait coûté 2500 et lui avait d'abord semblé être le pire investissement de sa vie. Mais rétrospectivement, elle lui avait apporté quelque chose que l'argent ne pouvait pas acheter, une perspective sur ce qui comptait vraiment, une compréhension de la responsabilité qui accompagnait sa profession et la certitude que même dans les découvertes les plus sombres, il pouvait y avoir un but et un sens. À l'approche du premier anniversaire de la découverte, Dave a accordé une interview à un podcast sur les crimes réels qui avaient suivi l'affaire. « Regrettez-vous d'avoir ouvert l'unité 73 » a demandé l'animateur. Dave a réfléchi attentivement à la question avant d'y répondre. « Chaque jour, je souhaite que quelqu'un d'autre ait remporté cet appel d'offres pour que je n'ai pas ces images en tête. Mais chaque jour, je suis également reconnaissante d'avoir été la personne qui l'a trouvé, parce que je sais que j'ai fait ce qu'il fallait. J'ai coopéré pleinement, j'ai donné la priorité aux victimes, et peut-être que quelque chose de bon est sorti de ce qui a commencé comme la découverte la plus dérangeante de ma carrière. » Uni 73 n'a pas seulement réécrit les règles de la guerre du stockage, elle les a exposées. Elle a prouvé que derrière une porte enroulée, il peut y avoir bien plus que des affaires oubliées et des marges bénéficiaires. Parfois, certaines vérités sont enfouies si profondément qu'elles ne veulent pas être vendues. Et une fois que cette porte s'ouvre, il est impossible de la refermer en criant.